scientifique des sols, expert dans la gestion de l'azote, les émissions connexes, la réduction des émissions et professeur à l'Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse. Alors, il va faire allusion aux émissions de gaz à effet de serre. On n'a pas donné le texte d'intro, l'influence du climat sur les processus dans les sols et la santé des sols. Alors, donc, on va aller au docteur David Burton pour commencer. Le deuxième sera Ashton Block, scientifique sur la recherche des systèmes de production de bœuf auprès de Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il est basé en Alberta. Ashton applique ses antécédents dans l'alimentation du bœuf et la production du bœuf face aux défis auxquels fait face l'industrie. Andrew Zag a complété ses études et travaille avec Agroalimentaire Canada, la ferme expérimentale à Ottawa. Sa recherche met l'accent sur les émissions de gaz à effet de serre, la réduction des systèmes de production en matière d'élevage, l'émission de... Ouais. Donc, on va commencer avec le Dr. Burton. Merci, Darren. C'est un grand plaisir d'être ici. Et je vais parler un peu des sujets qui me passionnent beaucoup. Alors, il va partager ses diapos à l'écran. Donc, ce serait le rôle de la gestion du sol dans le sentier vers le net zéro. Je pense qu'on a tous un défi avec l'économie canadienne comment on va arriver à net zéro et réduire nos impacts sur le climat. Alors, au niveau de l'agriculture canadienne, c'est un défi. On a modéré nos émissions. Ça ne monte pas autant qu'auparavant, mais elles ne réduisent pas. Alors, il faut penser à des interventions où on pourrait continuer à réduire et essayer de viser le net zéro. Je vais parler de certaines pratiques qui vont nous aider à faire cela. Et je vais mettre l'accent sur l'azote. Un des défis qu'on a eu avec l'azote ou les émissions d'oxyde de nitreux, qui est le gaz principal dans les émissions, et l'agriculture produit beaucoup d'oxyde nitreux au Canada. Alors, vous voyez direct et la tendance. Alors, les émissions directes et indirectes, ça, c'est l'azote qui est perdu dans le système qui fait disparaître de l'oxyde nitreux et ça continue à augmenter. Il y a une variété de sources d'azote dans le sol de ces émissions-là. C'est le plus gros. C'est les engrais azotés dans les rotations annuelles. Donc, l'azote annuel, c'est celui sur lequel on met l'accent pour réduire ces émissions-là. Un des défis, c'est qu'à mesure qu'on a augmenté notre production et notre potentiel de croissance, on a appliqué beaucoup d'azote. Et en fait, on a réduit l'efficacité de l'azote. Ici, au début, on voit il était utilisé de manière plus efficace, mais
éventuellement, on est devenu moins efficace. Voici un graphique du rapport de l'UNF que Darren a préparé. Ça nous coûte de l'argent. On dépense beaucoup d'argent, mais on ne garde pas autant d'azote sur la ferme. Il y a l'idée qu'on met plus d'intrants, mais on n'en retire pas autant qu'on devrait. Et une des choses qu'on a mentionnées auparavant, on parlait de cette politique d'assurance, s'assurer qu'on avait assez d'azote pour l'an prochain et si on en a besoin pour l'an prochain, c'est ce qui a fait qu'on est devenu moins efficace. Et une petite parabole ici, là, si vous êtes un éleveur de bœuf, alors c'est un peu comme si la barrière t'a brisé et que tu perdais du bétail. Est-ce que tu achètes plus de bétail ou que tu répares la barrière? Alors, c'est ça l'exemple ici. Comment on peut réduire cette perte-là au lieu d'ajouter plus d'azote? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dès maintenant. Et c'est non seulement on peut réduire les pertes d'azote, mais ça peut augmenter les profits. Alors, il y a trois principales pistes. On peut ajuster les taux pour avoir le bon taux, sauver de l'argent, réduire les pertes et aussi créditer, si vous voulez, l'azote dans le sol qui contribue à notre système. Ces trois choses-là se combinent pour améliorer l'efficacité sans sacrifier le rendement. Voici plus de détails. Ajuster les taux, s'assurer qu'on va appliquer le bon montant, mettre l'accent sur juste donner le montant d'azote et tenir compte de ce qu'on a sur la ferme, ce qui est plus profitable. Et aussi, on veut s'assurer que c'est pertinent à notre région. On va parler de réduire des pertes. Alors, incorporation de l'azote, l'injection de l'azote et tout cela. Et je vais parler de la recherche qu'on a faite en Canada Atlantique. On essaie de quantifier l'ampleur de l'utilisation de l'azote pour mieux représenter notre approche en matière d'azote. Une des décisions les plus cruciales pour gérer l'azote à la ferme, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas très bien, en fait. Trop souvent, on a mis l'accent sur les taux d'application d'azote pour maximiser le rendement, mais ce n'est pas, ou très peu, en fait, maximiser les profits. Et ce qu'on ajoute n'est pas payé, il y a plus d'impacts environnementaux. Alors, on veut s'assurer qu'on met seulement l'azote qu'on a besoin pour les rendements qu'on a, pas pour ceux qu'on souhaiterait avoir. Alors, on va y revenir tantôt. Il faut se rappeler que c'est un supplément. Il faut penser aux autres sources d'azote qui sont déjà dans le sol et contribuent à la récolte. Et maximiser l'efficacité. Et c'est là que l'efficacité va entrer en jeu. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'en a pas assez? Est-ce que la récolte est un peu pâle, n'est pas si foncée, mais le vert foncé n'est pas nécessairement ce qui donne le rendement le meilleur? Alors, on peut utiliser des outils de spectroscopie et des tests des tissus aussi. Un des défis qu'on a, c'est déterminer quand il n'y a pas assez. Des fois, on ne vérifie pas assez aussi au fil du temps. Utiliser le concept
on a passé à utiliser des taux plus élevés d'application d'azote. Alors, il faut vérifier, on peut penser à une réduction de 10 Tu peux descendre un peu pour voir si ça fait une différence. Voir s'il y a une différence au niveau du rendement et en vérifier l'aspect économique. L'autre chose, on peut mesurer les nitrates qui restent dans le sol après la récolte dans les prairies et ça peut être retenu pour aider la prochaine récolte à cause de l'hiver là-bas, mais dans l'Est, la bonne partie, l'azote est perdu. L'industrie des engrais utilise les 4 B, on dirait en français, là. Alors, la bonne source, le bon taux, le bon temps et le bon endroit. Alors, ce que j'aborde, c'est de mettre l'accent un peu plus ici sur le bon taux pour les sources et la demande au niveau des plantes. Voici un graphique d'une analyse méta sur toutes les pratiques qui peuvent réduire les émissions d'N2O, oxyde nitreux. Alors, optimiser le taux d'azote, on peut parler d'une réduction de 25 et utiliser, réduire les émissions d'oxyde nitreux de 25 à 50 Alors, ici, ça met l'accent sur l'oxyde nitreux, mais et aussi gérer l'azote qui est disponible à la plante. On peut perdre d'ammoniac et tout cela. On veut améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'azote. Ici, je vais parler des différents types. On veut ralentir la transformation d'azote en ammoniac pour la perte, réduire la dénitrification, les émissions de N2O et le lessivage des nitrates. Souvent, on veut le mettre tôt dans la saison, mais la plante n'a pas besoin encore pour 2-3 autres semaines. Alors, il faut peut-être retarder ça pour en perdre moins. Les pertes, on craint la perte d'ammoniac et ça vient de l'hydrolyse de l'urée et c'est perdu dans l'environnement. Pour réduire ça, on peut le recouvrir d'un polymère qui va réduire la pénétration de l'eau. Il va se dissoudre plus lentement et aussi un inhibiteur qui le convertit en ammoniac. Alors, c'est limiter la perte aussi. C'est limiter le processus de nitrification. Le nitrate est une des sources importantes d'oxyde nitreux. On veut vraiment ce qui est perdu dans l'eau souterraine. Donc, on veut réduire ce processus-là. Donc, ces inhibiteurs peuvent être utilisés. Souvent, on va parler d'inhibiteurs duels qui vont aider au niveau de l'urée et de la nitrification pour s'assurer que ça va ralentir le processus pour s'assurer qu'il n'y a pas de perte donnée à la plante ce dont elle a besoin. Si on utilise une source d'ammoniac, il n'y a pas besoin d'aborder l'urée comme telle. Ces produits-là sont disponibles et peuvent être utilisés présentement. La chose critique pour réaliser les avantages de cela,
parce que meilleure efficacité, on devrait utiliser des taux plus faibles. Et c'est bien parce que c'est environ 15% plus coûteux et en fait, ça peut augmenter, ça peut augmenter de 30% l'efficacité, mais on veut réduire le coût de l'argent dans l'intrant, mais obtenir le même rendement. Donc, pour bien utiliser l'efficacité des sources d'azote, le taux d'application devrait être réduit d'environ 15% pour refléter une meilleure efficacité de l'approvisionnement en azote. L'autre chose dont il faut penser, il faut que le sol fournit beaucoup d'azote. De la minéralisation, la matière organique est transformée par les bactéries, c'est relâché, c'est disponible pour la récolte. Et il y en a beaucoup qui viennent de cette source-là et souvent, on a oublié ça dans nos calculs. On a oublié parce qu'on n'avait pas de moyen de bien mesurer cela. On a développé un test au Canada Atlantique où on peut mesurer la minéralisation de l'azote, le processus biologique et voir comment ça peut varier d'un champ à l'autre. Voici ici, ça vient du laboratoire d'analyse de l'île du Prince-Édouard et on peut voir des peut-être faibles à des valeurs très élevées, jusqu'à 300 kg par hectare. Ce qui est important de savoir, il faut être capable de dire au producteur, ton champ est là, tu n'as probablement pas besoin ou pas du tout d'azote, alors que celui en bas en a peut-être besoin de plus. Et sans l'information, ils ne peuvent pas ajuster leur taux pour améliorer l'efficacité. Nous travaillons sur un programme pour que ça puisse être utilisé à travers le Canada pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur sol, dans leur... Alors, je vais donc vous montrer ce qu'on fait à l'île du Prince-Édouard. Ici, depuis 7 ans, on fait des essais. Alors, les pratiques standards des producteurs avec les 4B, l'efficacité, ou aussi le 4B+, on pourrait dire, où on peut utiliser de l'azote à une réduction d'environ 20%. Vous pouvez voir, il y a une année, dans presque tous les cas, on a vu une réduction des émissions d'oxyde nitreux et jusqu'à 60% de réduction. Alors, au niveau du rendement, qu'en est-il? Pas d'impact du tout, comme on peut voir. Alors, on pouvait fournir les besoins pour la récolte de patates. Alors, la technologie actuelle peut réduire les émissions. Donc, pour terminer là-dessus, il y a des techniques qui existent, qui nous sont disponibles en agriculture pour contribuer à une agriculture net zéro. Alors, je parlais de l'azote, il y a l'entreposage du carbone, le piégage du carbone pour la santé des sols. Alors, faire des biocarburants, biodiversité, augmenter la biodiversité. Une des choses qui est cruciale, je n'en ai pas parlé beaucoup, mais que je veux mentionner avant de terminer, je pense que ces biens et services écologiques sont des valeurs additionnelles qu'on peut obtenir d'une réduction des émissions. Là. Et il serait bon d'avoir un crédit. Vous devriez être payé, en fait, pour cela. C'est bien les services écologiques. Alors, pour adopter ces pratiques-là, s'il y a moyen, on peut récupérer la valeur extra au-delà du rendement, parce que vous générez aussi des biens et des services écologiques.
Et je pense que c'est aussi crucial pour le succès de ces programmes-là, pour atteindre le net zéro aussi. Bon, je vais terminer ici. Alors, le programme avec lequel je suis impliqué est fermé pour la transition climatique. Ils ont un programme de mentorat. C'est un programme gratuit basé sur le web auquel vous pouvez participer. Vous pouvez aller au site indiqué et il y a beaucoup de détails sur différentes pratiques de gestion des azotes. Alors, je vous encourage à aller vérifier cela parce que très bonne ressource de formation. Bon, je vais me retirer ici. Merci, David, c'est très bien. Alors, Ashton, si vous voulez commencer, on va demander aux autres, allez-y avec un taux modéré pour aider avec l'interprétation. Merci. Alors, ici, on parlait d'émissions entériques, gestion et mesures d'efficacité pour réduire les émissions. Alors, ça, on parle de l'activité de fermentation. C'est surtout chez le bœuf et surtout, pas seulement c'est-à-dire les bovins, mais surtout le bœuf, des produits d'élevage. Voici, c'est une illustration de comment ça peut accélérer le montant de recherche qui était fait pour les émissions de méthane quand on est passé de le métabolisme d'énergie et quand on a mis l'accent sur l'environnement et l'atténuation. Si on a plus que 600 publications par année qui sortent 2 par jour, moi, je peux seulement juste aborder une petite partie de tout ce qui est disponible maintenant. J'ai 2 diapos à la fin avec des références là et vous pourrez en trouver plus d'informations là. Donc, ici, le métabolisme des hydrates de carbone, le glucose, alors, ces réactions chimiques ici, glucose, oxygène, ça va, le dioxyde de carbone, énergie. Alors, on parle de respiration cellulaire. Alors, ça peut aller de façon inverse dans les bonnes conditions. Il y a 2 polymères. Il y a les amidons, parce qu'il y a des aminases, et l'autre, c'est la cellulose. Et les animaux peuvent digérer la cellulose, nous autres, on ne peut pas. Alors, donc, fermentation entérique, ça, c'est dans le rumen. Donc, les microbes dans le rumen qui vont réduire, qui vont briser justement la cellulose pour que ça soit digéré. Donc, tu vois les bactéries, les champignons, les fongies, les protozoa et archées. Il y a 4 groupes au niveau, comme il mentionnait. Ça, c'est les 4 types de microbes. Les derniers sont importants pour nous. C'est une photo ici de qu'est-ce que c'est, une protozoa. Et la petite ligne que vous voyez là sur le corps, sont des exemples de la différence entre les bactéries et les protozoa. Ce processus de fermentation, et plusieurs espèces qui sont impliquées. Ils ont différentes étapes. Alors, c'est différents niveaux tropiques. Ensuite, l'hydrolyse des polymères, et c'est extracellulaire. Et ça, à l'extérieur des cellules, pardon. Ensuite, la fermentation, les acides, on voit VFA, le H2, CO2. Le 3e niveau, les intermédiaires en matière de fermentation et la méthanogénèse. Donc, le dioxyde de carbone, l'azote, ça va produire du méthane et donner de l'énergie. Et ici,
Ce qui est important, c'est cet enzyme ici qu'on voit au bas, le MCR, et c'est ça qui fait la dernière phase de la production de méthane. Voici de quoi ça a l'air. On commence à gauche avec le cellulose, le glucose, les emplois. Alors, le premier niveau trophique, deuxième niveau trophique et le troisième, et les acides gras. Et ce qui est important ici, c'est la production d'acétate et qui sont liés à la production de méthane. Le butyrate, acétate, donc, et propionate. Alors, c'est à cela que le méthane est associé. Donc, ça, c'est la base. Comment on va développer des stratégies d'atténuation du méthane? Il y a 3 niveaux. L'intervention directe qui va cibler spécifiquement les méthanogènes, l'ARCF, et l'enzyme, le MCR qu'on a mentionné. Le réductase. Ensuite, la deuxième, c'est l'intervention directe. On ne va pas cibler directement. On va manipuler l'environnement dans le rumen pour affecter les microbes qui supportent le méthanogène ou qui vont donner des alternatives au puits de H2E, d'hydrogène 2. Alors, si on peut réduire cela, ils n'auront pas de substrat nécessaire pour faire du méthane. Et ensuite, la production au niveau du bétail. Alors, peut-être réduire l'intensité de la production de CH4 et donc réduire l'intensité. Et si on peut faire cela, si on peut garder la production au même niveau, les émissions devraient être réduites. Alors, au niveau direct, une intervention directe, c'est du 3-nitroxypropanol. Ça, c'est fait par Bovaer. C'est en Argentine et Chili. C'est devenu approuvé au Royaume-Uni. Et c'est sorti de la nouvelle, je l'ai eu ce matin. Et l'action, c'est que ce groupe d'azote-là est capté par l'enzyme et inactivé. Ça va inactiver le MCR, si je comprends bien l'enzyme dont il parlait. Alors, ça a été réduit en nitrate. Et donc, ça dépend des doses. On parle de 20 à 40 Donc, ça réduit dans le rumen les nitrates et 1,3 propanolithiol. Ensuite, ça dépend aussi du régime. Ça affecte la digestion. Et il peut y avoir des effets avec la digestion et ça peut bloquer donc, il pourrait y avoir une accumulation. Ça pourrait réduire la dégradation de la fibre par les autres microbes. Alors, ça, c'est seulement relié aux doses élevées qui pourraient affecter la digestion de la fibre et la prise et l'ingestion. Parce que c'est brisé dans le rumen, ça nous prend un niveau précis et constant. Alors, c'est là où on donne un TMR qui sera ajouté à la diète et ça nous prend une dose donc constante, précise durant la journée. Présentement, c'est en train d'être examiné par la CIA et si c'est approuvé, ça pourrait être utilisé dans peu de temps. Un deuxième action directe. Donc, ici, c'est un exemple, c'est avec un algue rouge. Ça n'est un différent, celui, mais ça donne une idée là, de quoi a l'air le matériel. La raison pour la différence en matière d'efficacité, c'est les analogues méthane halogénés
Le plus commun, c'est bromoforme, CHBr3. Alors, on prend une molécule, ça remplace une partie des H avec bromine, chlorine, iode. Donc, ça va se donner au MCR. Alors, c'est dépendant de la dose de la variété. On parle de réduction de 40 jusqu'à 90%. Le problème, c'est que beaucoup de cela sont soit toxiques ou cancérogènes. Pardon. Donc, un problème de perception publique. Il y a aussi des limites d'inclusion. Maintenant, le soufre dans les algues et l'iode. Et donc, ça limite combien on peut mettre dans la diète. À ce moment-là, il peut y avoir des problèmes au niveau de ce qui est, disons, qui a bon goût pour le bétail. Là. Il dit, j'ai de l'herbe. Alors, j'ai de la belle herbe, mais ils ne peuvent pas le manger. Il y a certaines des algues qui sont approuvées par la CIA, mais ils ne sont pas tous efficaces. Alors, vérifiez la liste de la CIA et voir s'il y a des analogues de HMA. Un autre indirect, ça, c'est les nitrates. Ça, c'est aborder les autres microbes. C'est alors NO3, nitrate. C'est un puits alternatif. Alors, les microbes vont, donc le nitrate passe au nitrite, à l'ammoniac et la protéine microbienne. Ça dépend de la dose, ça peut aller d'une réduction de 12,5 par 1% de NO3. Alors, quand ça peut être toxique quand c'est compris, ça peut être quand c'est contrôlé au nitrite, ça peut affecter le problème dans le sang et fixer l'animal. Donc, ça nous prend quelque chose qui va être relâché lentement pour s'assurer que ça ne va pas causer de problème et des limites au niveau de l'inclusion dans le régime, moins de 2%. Ça va dépendre du nitrate qui est déjà dans le régime. Encore là, il faut que ça soit précis, constant. C'est plus coûteux que l'urée, mais le fait que tu peux mettre l'urée avec ça va réduire les sources de nitrate. Un autre indirect, le rumenicine, c'est ça le nom du produit, antibiotique ionophore, ça va réduire l'ingestion. Alors, ça va changer la bactérie. Donc, ça va changer la fermentation de l'acétate au propitionnate. Ça va améliorer l'efficacité de l'alimentation de 4 à 8%. Au niveau, l'effet est d'environ 5%. Elle peut être temporaire parce que d'autres bactéries sont venues remplir cet espace-là. Donc, encore là, ça prend une ingestion précise et constante de TMR. Alors, il y a aussi un appareil, c'est quelque chose qui est mis dans le rumen. Il y a un ressort et ça. Alors, le bétail ne peut pas régurgiter cet appareil-là, mais ça aide avec le processus. Et ça pourrait être utilisé pour d'autres options aussi. Alors, donc, c'est assez largement utilisé, mais il y en a beaucoup et s'utilise le rumenicine et à l'avenir,
ça ne va pas réduire l'émission de plus d'où vous êtes maintenant. Alors, ici, ça, c'est une autre source indirecte. Il y a plusieurs composés. Donc, les huiles essentielles, des composantes aromatiques et des mélanges. Alors, on voit les différences, les agrumes, l'ail, oregano, tiens, d'autres, il y a des saponines, yucca, des tannines. Alors, ceux qui ont des... Il y en a un, il y a une conversion commerciale Silvafield. Ça peut être un peu anti-nutritif, les tannines. Ça dépend si on veut changer ça du rumen à l'intestin ou revenir. Ça peut affecter l'ingestion, réduire les protozoaires et les méthanogènes. Ça peut changer la fermentation de l'acétate au propitionnate. Les effets sont variables, modestes et peuvent être temporaires. Surtout, les composantes peuvent être assez coûteuses et l'application pratique est surtout des forages naturels. S'il y a plus d'huile essentielle, les effets sont temporaires, mais les tannines disponibles vont varier selon l'étape de la croissance. Les huiles essentielles peuvent être oxydées, donc c'est une application pendant un temps limité. Alors, les huiles comestibles, les acides gras indirects, on parle du canola, du lin, et tout ça va avoir un effet antimicrobien combiné et affecter le puits de H2. Alors, ça peut saturer. Alors, ça va ajouter, ça peut agir comme puits d'azote. L'effet est variable de 20 à 30 %. Ça va dépendre du niveau de gras et de type de gras. C'est plus efficace avec des chaînes plus courtes d'acides gras. Alors, on peut la capsuler. Genre de savon, saponine, je crois. Ça peut être dispendieux. Alors, utiliser des sous-produits peut-être ici. Alors, des grains ici, pour les distilleurs, c'est du grain. Il y a des limites d'inclusion de 4 à 6 % dans la diète, dans le régime. Selon le nutritionniste, ils peuvent avoir des recommandations différentes. Si on excède les niveaux, alors on peut avoir une dégradation de la fibre et ça va réduire l'ingestion. Et ils ne sont pas créés pour utiliser un régime élevé en gras. Il y a peut-être du bœuf en oméga 3, s'il est reconnu ou non au niveau de la valeur. Dans d'autres cas, c'est peut-être pas si bon. C'est un steak en oméga 3, il peut peut-être goûter plus que du poisson dans ton bœuf. C'est pas ça que tu veux dans ton steak. Alors, c'est une question de préférence du consommateur. Indirect, la qualité d'alimentation. Alors, là, au niveau de la production animale, dans ce cas ici, on va garder la production de l'élevage à peu près le même niveau. Niveau des fourrages, le fait que ce soit digestible, le traitement. Alors, s'il y a plus de sucre ou de contenant en amidon, ça va plus se dégrader rapidement. Et ça va changer le microbiome dans le rumen.
ça va changer la fermentation et donc réduire le pH et ça va réduire les protozoa. Et ils sont importants. Et ils veulent près des fois qu'on vivent à l'extérieur et à l'extérieur des protozoa. Comme exemple, avec l'impact qu'on a ici, on parle de diètes très élevées. Les émissions de méthane sont de 2 à 12 du méthane. L'autre extrême, là, tu as un régime très faible d'énergie, peut-être 12 qui va au méthane. Les valeurs sont pas mal les mêmes. Ce qu'on voit, c'est de 3, une portée de 3 à 10 selon ce qui est dirigé vers le méthane. Donc, une diminution possible de 50 ça va dépendre comment on peut ajuster la qualité du régime alimentaire. C'est pour ça qu'on n'a pas de bovins laitiers qui utilisent le même régime dans les packs d'engraissement. Au niveau de la production, la génétique, la sélection, bien sûr, choisir du bétail qui est plus efficace, réduire l'ingestion. Et il y a aussi, on parle des émissions de méthane. Il y a CEMEX pour les produits laitiers, nutrition. Alors, ça va affecter la production. Donc, un plan de gestion, un plan de rotation, un plan de pâturage, équilibrer les nutriments, améliorer la production, l'efficacité, simuler les changements possibles et estimer, peut-être avoir le bloc de sel, je crois, ici, pour la santé. Donc, différentes opportunités des préventions des maladies avec les vaccins, contrôle des parasites, ivermectine, éviter le stress, un préconditionné. Donc, améliorer l'efficacité en général, garder la production animale, améliorer les résultats. Alors, si le véhicule, on veut qu'il continue à fonctionner, ne pas tourner au ralenti. Alors, c'est responsable au niveau pour les réductions. Les producteurs de bétail ont dit qu'on a réduit l'émission de méthane de l'intensité d'environ 15 depuis 30 ans. Et tous ces résultats-là, c'est par l'amélioration de l'efficacité. La réduction des émissions sont plus grandes dans les systèmes moins productifs. Il y a la question de l'intensité, l'absence aussi des échanges au niveau des crédits de carbone d'autres incitatifs. Ça, c'est important pour aider. Il y a plus d'intérêt. Un système de crédit carbone, environnement, changement climatique Canada, un protocole préliminaire. On peut commenter jusqu'au 6 février là-dessus. Il y a d'autres sujets, mais que je n'ai pas couverts. Le temps est limité, mais important d'indiquer qu'ils sont importants. Il y en a qui sont couverts dans les références aussi. Et alors, je manque de temps. Je dois passer la parole à Andrew. Voici, on a les références sur les dernières diapos. Merci. Merci, Ashton. Alors, Andrew va partager son écran. Alors, les émissions du fumier, les stratégies pour minimiser les émissions des fumiers liquides et secs dans leur entreposage et l'application aussi de ces fumiers-là.
Le premier point ici, quand on parle des émissions de gaz à effet de serre du fumier, il y a 3 gaz importants à considérer. Il y a le méthane, l'oxyde nitreux, qu'on a déjà mentionné, et aussi l'ammoniac, qui n'est pas un GES, mais parce qu'il est émis en grande quantité, il peut affecter ailleurs dans l'environnement. Et ça va donc contribuer aux émissions d'oxyde nitreux. Dans les lisiers, fumier liquide, les conditions anaérobiques, les GS sont plus élevés par unité de fumier. Et le méthane représente 90% du total. Ça, c'est pour le lisier. Et plus d'émissions de GES dans les fumiers liquides. Pour les fumiers solides, il y a un mélange d'aérobique et anaérobique en matière à condition. Il va y avoir d'oxyde nitreux, méthane, ammoniac, vont contribuer également à l'émission totale de GES. Chacun de ces 3 gaz-là, différents processus qui vont être le méthane à gauche dans les systèmes de fumier. Un processus assez simple. Une grosse différence parce que les micro-organismes ne sont pas contrôlés. La température change au fil de l'année, donc les montants d'activité de méthagenèse vont varier durant l'année. Alors, à gauche, on voit le graphique, le montant total que l'on mesure. Ça, c'est près d'Ottawa, dans les réservoirs de lisier. Donc, on voit du printemps aller jusqu'au printemps, il n'y a pas de méthane. Mais de juillet, août, etc., la pointe est en septembre. Il y en a encore en octobre jusqu'en novembre. Donc, ça change au fil de l'année. Alors, l'avantage, c'est que ça ne se produit pas durant toute l'année. Donc, ça va dépendre de la température du fumier. Au niveau de l'ammoniac, c'est un processus chimique simple. C'est influencé par le pH du fumier. Alors, un pH plus bas. Alors, il y a la forme gazeuse d'ammoniac et aqueuse. On voit la différence. Alors, si on voit une variation selon le niveau plus élevé de pH et le niveau pH plus bas. Alors, exposition, vitesse du vent, température. Mais le méthane et l'ammoniac sont pas mal simples à comprendre. L'oxyde nitreux, le défi, parce qu'il y a beaucoup d'azote et de carbone dans le fumier, il y a une dynamique microbienne qui est complexe. Il y a une interaction là. Mais je vais aborder tout cela. D'abord, du contexte, les montants totaux de GES et selon comment les différents gaz basés sur les estimés nationales d'Environnement Canada. À gauche, on voit l'émission totale. Alors, ça, c'est du lisier laitier et porcin. Alors, c'est 89% méthane. Alors à gauche, bœuf et volaille plus solide, 71%. Donc, c'est moins, un tiers qui vient du méthane. Et si on ajoute les émissions indirectes, alors on a le cercle à droite,
Donc, 5800 kilotonnes de CO2e équivalent. Alors, 42 N2O, CH4, 50 N2O indirect. Ça me donne une idée de comment ces gaz-là contribuent. Certaines stratégies d'atténuation. Je vais mettre l'accent sur les lisiers d'abord. Les stratégies, c'est des systèmes de biogaz, digestion anaérobique. L'idée, c'est de capter le méthane, de bâtir un réacteur qui va optimiser la température, les conditions nécessaires pour produire autant de méthane que possible du substrat, du fumier, et recueillir le méthane, l'améliorer, faire comme au niveau, le nettoyer et l'utiliser pour produire de l'électricité, la chaleur avec les génératrices, etc. Alors, c'est pas seulement ce qui en sort, et on envoie le digesteur anaérobique, et ensuite l'entreposage. Donc, on va réduire les émissions, puis on va pouvoir utiliser le biogaz. Bien sûr, ça coûte cher, les coûts sont plus élevés, et il faut bien gérer cela durant toute l'année, alors que passé, que les émissions de méthane, c'était pas en hiver. C'est pas la solution pour tout le monde, mais c'est une approche qui peut réduire les émissions et produire avoir un produit utilisable. Une tactique, c'est un entreposage couvert. Alors, à gauche, c'est un système actif, collection du gaz. Alors, c'est un couvert qui flotte, qui est perméable. Il va recueillir le biogaz. Ça va être envoyé dans des pipes. Ils vont prendre le biogaz, le passer dans une torche et le transformer en CO2. Ça peut être oxydé. Ce n'est pas beaucoup moins dispendieux, mais c'est nouveau. Il faut gérer la glace qui tombe là-dessus. Donc, il y a des défis dans certains endroits au Canada. Ça, c'est actif. Du côté passif, à droite, c'est sans collection de gaz, comme une tente. Ça va empêcher l'eau d'entrer dans le réservoir. Ça va réduire, ça va arrêter la perte d'ammoniac. Ça va garder l'azote dans le fumier, mais ça ne va pas arrêter la production de méthane d'être produit et d'être émis. En fait, ça peut peut-être produire plus de méthane si le couvert produit un effet de gaz à effet de serre en augmentant la température. Mais c'est bon pour réduire la perte d'ammoniac. Les couverts perméables flottants, on a le contrôle à gauche. J'ai fait mon doctorat, une partie de mon doctorat là-dessus. Au milieu, on a la paille, couverture de paille, et c'est envoyé sur la surface du fumier. Et ensuite, à droite, une autre étude, on a mis du géotextile. Alors, au milieu, ça réduisait 90% de NH3. Alors, on voit la réduction de 25% à 20%, alors que c'est 90% avec le couvert. Ces deux systèmes-là sont très bons pour réduire la perte d'ammoniac, d'aller jusqu'à 90%. Donc, on garde plus d'azote dans le fumier. Mais le géotextile n'a pas réduit du tout l'émission de méthane, alors que la paille le réduisait. C'est comme un biofiltre flottant. Alors, la paille est de ce côté-là, disons, plus efficace.
parce que c'est plus épais. Avec la paille, il y a plus de temps de rétention et plus d'opportunités par contre, il y a un environnement à la surface où l'oxyde nitreux peut être produit, donc plus d'émissions d'oxyde nitreux avec la paille, ce qui compense un peu. Donc, 25 réductions de CH4, 20% de GES au fil de l'année. Alors, ça prend une couverture complète et constante durant tout l'été et l'automne. Différentes options, c'est le temps lorsqu'on va appliquer le fumier. Ça va dépendre comment longtemps il est entreposé. Dans ce cas-ci, on voit 1 an et 2 ans. À gauche, donc, j'ai montré c'est pompé à la fin d'automne. Les émissions augmentent en juillet, août. Ça réduit par la suite. Il est pompé en novembre. Et sur la courbe, on a 42 tonnes de méthane qui ont été émis. L'autre, l'année suivante, ils ont appliqué le fumier en septembre au lieu d'en novembre. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a moins d'émissions en septembre. Il n'y en a pas en octobre et novembre. Donc, durant l'année, intégrer cela, il y a eu donc 33 tonnes de méthane cette année-là. Donc, une réduction de 21% durant l'année. Effet similaire entre les saisons quand c'est appliqué en bande dans le maïs, donc moins de carbone pour être converti en méthane. Une différente approche, plus mécanique. Donc, c'est une séparation solide-liquide. Alors, vous avez une vis continue ici. Ça va extraire la fibre du liquide et l'entreposer d'une forme solide. Donc, vous pouvez le composter. Et le graphique montre une diminution de 27% de production de méthane comparé quand il n'avait pas été passé dans le vis continu. Là. Et on a fait une étude de ferme laitière. Ils avaient une façon de récupérer les nutriments. Alors, ça va extraire les nutriments et les solides fins en utilisant un flocculant. Et ça a presque éliminé la production de CH4. Donc, ça a presque éliminé la production de méthane. Différentes tactiques qui jouent avec le fait que c'est sensible à la température. Alors, on montre des résultats au niveau des laboratoires du même fumier qui est entreposé à différentes températures. Et on voit 18 degrés, 21 degrés, 23 degrés en haut à droite. Alors, donc, on déplace le fumier de l'étable quand il est chaud. On l'entrepose dehors aussitôt que possible dans les saisons froides. Donc, il n'y a pas de... Alors, en entreposant, ça va ralentir la production de méthane. Alors ça, c'est une approche, c'est de mettre une couverture au-dessus de l'entreposage du fumier. Ça réduit la température d'été. Les côtés sont ouverts. Le vent peut passer et ça va réduire les températures du fumier une couple de degrés durant l'été, qui va réduire la production de méthane durant l'été. Sur certaines fermes,
ou il est dans l'étable est transféré dehors à différents temps de l'année. On peut réduire la température moyenne en le sortant de l'étable lorsqu'il est chaud, là, comme on disait tantôt, et le mettre à l'extérieur, là où il va refroidir aussi. Moins de temps pour la production de méthane, parce que c'est plus froid dehors. Les ajouts, c'est une autre chose qu'on a fait de la recherche, diminuer le pH par l'acidification. On a ajouté un petit peu d'acide sulfurique. À gauche, ça montre le fumier laitier dans un réservoir expérimental, 10 000 livres, 10 000 litres. On voit les bulles, les bulles sont ici à droite, dans une journée, ajouter l'acide sulfurique une journée en juillet, et ça rend le pH un peu, ça change un petit peu de pH, ajoute un peu de sulfate. Alors on voit qu'il n'y a pas de bulles dans ce cas-ci. Et dans le graphique, on voit le vert, c'est le contrôle. La production de méthane est élevée et ça diminue vers l'automne. Dans les réservoirs traités, il n'y a pas de production de méthane durant l'été et l'automne. Et au fil de l'année, c'était une réduction d'au moins 86% du méthane et réduction de 41% de NH3 aussi. Donc, plus c'était retenu. Et c'était la manière la plus efficace de réduire l'ammoniac et le méthane en même temps. Il faut remarquer qu'au Danemark, il y a des systèmes en place à la ferme pour faire ce type d'acidification de manière continue. Les applications à la ferme de cette approche-là, avec une dose au début de l'été, pour réduire la production de méthane durant la période chaude. Au niveau des fumiers solides, on a fait une analyse, une méta-analyse par Pardo et al. Il y a différents gaz dans les systèmes solides. C'est difficile d'avoir un système qui est gagnant-gagnant, qui fait tout. Mais la seule approche qui est efficace statistiquement pour réduire l'émission d'oxyde nitreux, c'était améliorer la structure et la porosité de la pile en ajoutant des agents comme des copeaux de bois, de la paille. Ça réduit le montant de cet anaérobique et ça crée plus d'air dans la pile. Alors, ça réduit le méthane et tout cela. Par contre, si tu as plus d'air, il va y avoir plus de perte d'ammoniac, une augmentation de 15% de l'ammoniac. Composter en tournant de manière plus fréquente, au moins une fois par mois, pour éviter la stratification des poches anaérobiques dans la pile et de réduire les gradients entre les zones aérobiques et anaérobiques, là le N2O est produit. L'oxyde nitreux a été réduit d'environ 50%. Encore là, parce que plus de tournage, plus de contact avec l'air, ça fait du sens que les émissions d'ammoniac avaient augmenté. Donc, c'est un échange. Une façon de réduire la perte d'ammoniac, c'est que tu peux couvrir la pile. Dans cette étude-là, il y avait 90% de moins d'émissions de NH3, mais ça n'a pas changé
le CH4 n'est pas au niveau des émissions de méthane. Donc, pas vraiment efficace pour les GES. Il y a des ajouts qui ont été testés pour ajouter au fumier solide, alors phosphogypsum, chloride ferrique, alun, etc., différents produits chimiques et d'autres produits absorbants comme le zeolite et types d'argile. Ça réduit le méthane et l'ammoniac. Et ça réduit le N2O, mais pas très significatif. Donc, la promesse, on n'est pas d'études sur des ajouts précis en ce moment. On n'est pas en mesure d'en recommander en ce moment. Et donc, pour l'application de fumier, pour réduire les pertes de NH3, il y a une très grande perte d'azote ammoniac si c'est répandu et laissé sur la surface. Ça dépend de la température dans le sol. J'ai fait des simulations ici et on peut voir, on peut peut-être réduire de 45%. Alors, ça, c'est la perte, pardon. Si c'est à la surface, si on va l'incorporer en date de 24 heures, 48 heures, 24 heures, moins de perte si tu l'applies directement à la surface avec un boyau traîneur, tu as l'incorporation et tu vas la répandre, l'incorporer tout de suite ou l'injecter. On veut garder autant de l'azote là-dedans. Donc, pour résumer, j'ai mis toutes les choses ici ensemble dans le sommaire. Alors, je vais vous laisser avec l'idée que le fumier, les systèmes d'entreposage des fumiers sont des sources d'émissions, mais qu'il y a plusieurs pratiques, de technologies qui sont disponibles pour faire de grosses réductions des émissions à court terme. Et je vais quitter là. Merci. Merci, Andrew. Et merci à tous nos présentateurs. C'était des présentations excellentes.